Quand un général américain dit à la télévision que la Russie est déjà en guerre contre nous, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une analyse, c'est un signal. Et la vraie question n'est pas « est-ce que c'est vrai ?» La vraie question, c'est « pourquoi ils nous le disent maintenant ?» Parce que quand ce genre de phrase arrive sur une grande chaîne d'infos, c'est que quelque chose a déjà basculé. Depuis quelques jours, une petite phrase tourne en boucle. Une phrase lourde, une phrase dangereuse. La Russie est déjà en guerre contre nous. Pas prononcée par un influenceur, pas par un complotiste, par un général de l'armée américaine, à la télévision, en pleine journée. Et ça n'arrive jamais par hasard. Ce qui se passe en ce moment est beaucoup plus grave que ce que la majorité des gens imaginent. Officiellement, la Russie n'a déclaré la guerre ni à l'Europe ni à l'OTAN, et pourtant, stratégiquement, nous ne sommes déjà plus en temps de paix. Penser qu'une guerre commence encore aujourd'hui avec une déclaration officielle, un discours solennel ou une annonce à l'ONU, c'est déjà être en retard d'un conflit. La réalité, c'est que la guerre moderne ne se déclenche plus comme au XXe siècle. Elle s'installe progressivement, par couches successives, sans jamais prononcer le mot « guerre ». Sur le terrain, la Russie ne se contente plus de combattre l'Ukraine. Elle teste des armements, des doctrines, des seuils de tolérance occidentaux. Chaque frappe, chaque escalade, chaque nouvelle arme employée sert à mesurer la réaction de l'Occident. Et ce n'est pas l'Ukraine qui est réellement visée dans cette logique, mais bien l'ensemble du bloc occidental. L'Ukraine est le champ de bataille, pas la cible finale. Lorsqu'un général américain affirme publiquement que la Russie est déjà en guerre contre nous, il ne parle évidemment pas de divisions russes prêtes à traverser l'Europe. Il parle d'une guerre indirecte, diffuse, permanente. Une guerre où l'Occident arme, finance et entraîne pendant que la Russie frappe, s'adapte et monte en puissance sans jamais franchir officiellement la ligne rouge qui déclencherait un affrontement direct. C'est une guerre par procuration, assumée en coulisses, mais jamais reconnue officiellement. À cette guerre militaire indirecte s'ajoute une guerre économique d'une ampleur historique. Sanctions, contre-sanctions, bataille énergétique, inflation, affaiblissement industriel. Les économies sont devenues des armes. Quand l'énergie, les chaînes d'approvisionnement et la stabilité financière sont utilisées comme levier de pression stratégique, on n'est plus dans un monde en paix, mais dans un affrontement systémique. Il y a aussi une guerre informationnelle permanente. Chaque camp tente d'imposer son récit, de contrôler ce que les populations croient comprendre du conflit. La désinformation, la sélection des images, le choix des mots ne sont pas des détails. Ce sont des outils de combat. Et derrière cette guerre de l'information se cache une guerre psychologique beaucoup plus profonde, celle de l'usure, de la peur, de l'habituation au conflit. Plus les sociétés s'habituent à la guerre, plus elles deviennent prêtes à accepter des décisions qu'elles auraient jugées impensables auparavant. Quand un général américain prend la parole à la télévision pour dire que la Russie est déjà en guerre contre l'Occident, ce n'est jamais une simple analyse personnelle. Un général ne parle pas pour commenter l'actualité. Il parle pour préparer les esprits, préparer les alliés, préparer des choix difficiles à venir. Ce type de déclaration n'est pas destiné au public russe, mais aux sociétés occidentales elles-mêmes. La vérité est donc brutale, mais simple. La guerre n'est pas une menace future, elle n'est pas un scénario hypothétique. Elle est déjà en cours, sous une forme que beaucoup refusent encore de reconnaître. Et l'histoire montre toujours la même chose. Les peuples qui ne reconnaissent pas une guerre moderne quand elle commence la subissent toujours quand il est trop tard pour l'éviter. Si ce discours surgit maintenant, ce n'est pas parce que la situation a soudainement changé du jour au lendemain, mais parce qu'un seuil a été franchi. En géopolitique, les dirigeants et les militaires ne parlent jamais trop tôt. Ils parlent quand ils estiment que la réalité du terrain ne peut plus être cachée sans risque. Et aujourd'hui, ce seuil, c'est celui de l'enlisement et de l'incertitude stratégique. Pendant longtemps, le conflit a été présenté comme contrôlable. L'Ukraine allait tenir, la Russie allait s'épuiser, l'Occident allait garder l'initiative. Ce narratif a permis de maintenir le soutien des opinions publiques et de donner l'illusion d'une situation maîtrisée. Mais cette illusion devient de plus en plus difficile à soutenir. Les lignes de front bougent peu, les coûts augmentent, la fatigue politique s'installe et surtout, les résultats promis tardent à se matérialiser. Dans ce contexte, continuer à parler d'un conflit lointain, presque abstrait, devient dangereux pour les gouvernements occidentaux. Car plus le temps passe, plus les populations commencent à se demander pourquoi elles perdent le prix économique et social d'une guerre censée rester limitée. Dire aujourd'hui que la Russie est déjà en guerre contre nous permet de changer le cadre mental.
On ne parle plus d'un soutien à un pays tiers, mais d'un affrontement direct, même s'il est indirect dans sa forme. Ce changement de discours a une fonction très précise, justifier l'escalade future avant qu'elle n'ait lieu. Quand on prépare une opinion publique à accepter plus d'efforts, plus de dépenses, plus de risques, on commence toujours par modifier la perception de la menace. Ce qui était présenté comme une crise extérieure devient progressivement un danger intérieur, existentiel, qui concerne tout le monde. Il y a aussi une dimension de calendrier. Ce discours arrive à un moment où les équilibres politiques sont fragiles, où les élections approchent, où les divisions internes s'accentuent. Dans ces périodes, les dirigeants ont besoin d'un récit clair, presque binaire, nous contre eux. La guerre, même indirecte, a toujours servi à resserrer les rangs et à détourner l'attention des fractures internes. Parler de guerre, c'est aussi reprendre le contrôle du récit politique. Enfin, ce discours sort maintenant parce que la stratégie occidentale n'est plus totalement prévisible. Face à une Russie qui s'adapte, qui absorbe les sanctions, qui ajuste son économie de guerre, l'Occident se retrouve dans une position inconfortable. Il ne peut ni reculer sans perdre la face, ni avancer sans prendre des risques majeurs. Dans cette zone grise, préparer les esprits devient une nécessité stratégique. Dire que la guerre est déjà là, c'est préparer les populations à l'idée que certaines décisions, autrefois impensables, pourraient devenir normales. Plus d'armement, plus de budget militaire, plus de restrictions, plus de tensions diplomatiques. Ce discours n'annonce pas seulement ce qui se passe aujourd'hui, il prépare ce qui vient demain. Et c'est précisément pour cela qu'il faut prendre ces paroles au sérieux. Pas parce qu'elles annoncent une attaque imminente, mais parce qu'elles signalent que le cadre mental du conflit est en train de changer. Quand les mots changent, les décisions suivent toujours. Si ce discours est si lourd de conséquences, c'est parce que, dans les faits, ce ne sont pas les États-Unis qui se retrouvent en première ligne. Ce n'est pas Washington qui encaisse directement les chocs. C'est l'Europe. Et ça, beaucoup de gens refusent encore de le regarder en face. Géographiquement, l'Europe est exposée. Militairement, elle est dépendante. Économiquement, elle est fragile. Et politiquement, elle est divisée. C'est cette combinaison qui rend la situation explosive. Quand un général américain parle de guerre déjà engagée, il ne parle pas depuis une position de vulnérabilité immédiate. Il parle depuis une position stratégique, en sachant très bien que si les choses dégénèrent, ce sont les Européens qui paieront le prix le plus lourd en premier. Concrètement, cela signifie que l'Europe devient le principal théâtre de la pression russe, même sans affrontement direct. Pression énergétique, pression migratoire, pression économique, pression psychologique. Chaque crise interne européenne devient un levier potentiel dans ce rapport de force global. Plus l'Europe est instable, plus elle devient prévisible, et donc exploitable. Ce discours change aussi la nature des choix politiques européens. Tant que le conflit est présenté comme lointain, les sacrifices restent limités. Mais dès l'instant où l'on parle de guerre contre nous, tout change. Les budgets militaires augmentent, les priorités économiques se déplacent, les libertés peuvent être restreintes au nom de la sécurité. Et ces décisions deviennent beaucoup plus faciles à faire accepter quand la population est convaincue qu'elle est déjà sous menace. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. L'Europe n'a pas la même culture stratégique que les États-Unis. Elle n'est pas habituée à penser en termes de confrontation prolongée avec une grande puissance. Elle a bâti sa stabilité sur l'idée de paix durable, de commerce, de compromis. Or, ce modèle est précisément celui qui est mis sous tension aujourd'hui. Quand ce modèle vacille, l'Europe se retrouve sans véritable boussole. Dans ce contexte, chaque parole prononcée par un responsable militaire américain agit comme un accélérateur. Elle pousse les dirigeants européens à s'aligner, parfois sans débat réel, parfois sans alternative claire. Parce que refuser l'alignement devient synonyme de faiblesse, voire de trahison. Et dans une atmosphère de pré-guerre, les nuances disparaissent très vite. Le danger, ce n'est donc pas seulement une escalade militaire. Le danger, c'est une escalade politique et sociale. Une Europe qui s'habitue à vivre sous tension permanente, qui accepte progressivement l'idée que le conflit est normal, inévitable, presque structurel. C'est dans ce climat que les sociétés se transforment, souvent sans s'en rendre compte. En réalité, ce que ce discours change pour l'Europe, c'est le passage d'un état de vigilance à un état de résignation. On ne se demande plus comment éviter la guerre, mais comment s'y adapter. Et ce glissement mental est toujours le plus dangereux, parce qu'une fois qu'il est installé, il devient très difficile de revenir en arrière. C'est pour cela que cette phase est cruciale, parce que ce n'est pas encore l'explosion. C'est le moment juste avant, celui où tout se joue dans les têtes. Et l'histoire montre que lorsque les esprits basculent avant les armes finissent toujours par suivre.
À ce stade, il faut être honnête. Toutes les conditions d'une désescalade réelle sont en train de disparaître. Non pas parce que les dirigeants le veulent forcément, mais parce que la mécanique du conflit rend le retour en arrière de plus en plus coûteux politiquement, stratégiquement et symboliquement. D'abord, il y a le problème de la crédibilité. Chaque camp a construit son discours autour de lignes rouges, d'engagements publics, de promesses faites à ses alliés et à ses propres populations. Reculer aujourd'hui, ce n'est pas simplement changer de stratégie, c'est admettre que ces promesses n'étaient pas tenables. Or, en politique internationale, perdre la face est souvent perçu comme plus dangereux que prendre un risque supplémentaire. Résultat, on avance, même quand on sait que le terrain devient glissant. Ensuite, il y a la logique d'engrenage. Chaque décision prise pour répondre à l'autre camp devient à son tour une provocation perçue comme telle. Une livraison d'armes appelle une riposte. Une riposte appelle un renforcement. Un renforcement appelle une nouvelle adaptation. À aucun moment quelqu'un ne décide clairement d'escalader, mais tout le monde contribue à l'escalade. C'est précisément ce type de dynamique qui rend les conflits modernes si difficiles à arrêter. Il faut aussi regarder le facteur intérieur. Les gouvernements occidentaux sont confrontés à des sociétés fatiguées, inquiètes, parfois méfiantes. Dans ce contexte, admettre que la stratégie suivie depuis des mois n'aboutit pas devient politiquement explosif. L'escalade apparaît alors comme une manière de reprendre l'initiative, de montrer que l'on agit, que l'on contrôle encore la situation. Même si, en réalité, ce contrôle est de plus en plus théorique. Du côté russe, la logique est tout aussi rigide. La Russie a engagé sa crédibilité internationale, sa sécurité perçue et sa capacité à dissuader ses adversaires. Reculer sans gain visible serait interprété comme un affaiblissement durable. Là encore, la pression interne et externe pousse à maintenir une posture ferme, voire à durcir le ton, même si le coût augmente. Dans ce contexte, la désescalade supposerait un compromis clair, assumé, visible. Or, aucun camp n'est aujourd'hui en position de le présenter comme une victoire à son opinion publique. Sans victoire narrative, il n'y a pas de sortie honorable. Et sans sortie honorable, le conflit continue de s'étirer, de se complexifier, de s'intensifier par petites touches. C'est pour cela que les discours deviennent plus alarmistes. Dire que la guerre est déjà là, ce n'est pas seulement décrire une réalité, c'est préparer les esprits à l'idée que la situation peut empirer. C'est créer un espace mental dans lequel l'escalade devient non seulement possible, mais presque logique. Quand les mots changent, les seuils psychologiques tombent. L'escalade n'est donc pas forcément spectaculaire. Elle peut être lente, diffuse, presque administrative. Un budget voté ici, une décision militaire là, une restriction supplémentaire ailleurs. Et un jour, on se rend compte que le point de non-retour a été franchi sans qu'aucune alarme claire n'ait retenti. C'est cette banalisation progressive du risque qui rend la situation si dangereuse, parce qu'une fois que l'escalade est intégrée comme normale, la désescalade apparaît comme une anomalie, presque comme une faiblesse. Et dans un monde où chaque camp observe l'autre en permanence, personne ne veut être celui qui cligne des yeux en premier. Ce que cette situation annonce pour la suite n'est pas forcément une explosion immédiate, ni une guerre totale déclarée du jour au lendemain. Le vrai risque est plus insidieux, plus lent, et donc beaucoup plus dangereux. Nous entrons dans une phase où l'instabilité devient permanente, où la tension devient la norme, et où chaque crise future sera interprétée à travers le prisme de la guerre. Quand un conflit s'installe dans la durée sans issue claire, il finit toujours par déborder de son cadre initial. Les fronts s'élargissent, non pas forcément géographiquement, mais politiquement, économiquement et socialement. Ce qui commence comme une guerre indirecte devient une succession de crises imbriquées. Énergie, inflation, sécurité, migration, cyberattaque, désinformation. Et à force d'accumuler ces chocs, les sociétés commencent à se transformer en profondeur. Pour les gouvernements, cela signifie une chose très concrète, gouverner sous pression constante. Les décisions sont prises dans l'urgence, les débats se raccourcissent, les marges de manœuvre se réduisent. Dans ce contexte, les choix deviennent de plus en plus binaires, agir ou subir, frapper ou encaisser, montrer de la fermeté ou perdre en crédibilité. La nuance disparaît progressivement, remplacée par la logique du rapport de force. Pour les populations, le risque est tout aussi sérieux. Plus la guerre est présentée comme un état permanent, plus les sacrifices deviennent acceptables. Hausse des dépenses militaires, restrictions budgétaires ailleurs, surveillance accrue, priorités sécuritaires. Pas parce que les citoyens le souhaitent, mais parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas d'alternative. C'est toujours ainsi que les sociétés basculent, non pas par choix,
mais par adaptation. Sur le plan international, cette dynamique favorise les erreurs de calcul. Quand tout le monde agit sous tension, quand chaque camp interprète le moindre mouvement comme une provocation potentielle, le risque d'incident augmente. Un incident mal interprété, une décision mal calibrée, un message ambigu peuvent suffire à déclencher une escalade que personne ne voulait réellement, mais que plus personne ne peut arrêter. Ce climat annonce aussi un monde plus fragmenté, plus dur, plus imprévisible. Les alliances deviennent plus rigides, les blocs se ferment, la méfiance s'installe durablement. Dans un tel monde, la diplomatie perd de son influence au profit de la démonstration de force, même symbolique. Et plus la force devient un langage courant, plus le seuil de son utilisation réelle s'abaisse. Le véritable danger n'est donc pas une date précise, ni un événement spectaculaire. Le danger, c'est la trajectoire. Une trajectoire où l'on s'habitue à vivre sous tension, où la guerre devient un arrière-plan permanent, où l'idée même de désescalade finit par sembler irréaliste. À partir de là, le système devient instable par nature. C'est pour cela que les mots prononcés aujourd'hui comptent autant. Quand des responsables militaires parlent de guerre déjà engagée, ils ne décrivent pas seulement le présent. Ils façonnent l'avenir. Ils définissent ce que les sociétés vont considérer comme normal, acceptable, inévitable. Et dans ce contexte, la vraie question n'est pas de savoir si la situation va empirer brusquement. La vraie question est de savoir combien de temps ce monde sous tension peut tenir avant qu'un choc, volontaire ou non, ne fasse tomber l'équilibre précaire qui le maintient encore debout. Parce que l'histoire est constante sur un point. Les périodes où tout le monde se prépare à la guerre sont rarement celles où la paix dure longtemps. Ce que cette situation annonce pour la suite n'est pas forcément une explosion immédiate, ni une guerre totale déclarée du jour au lendemain. Le vrai risque est plus insidieux, plus lent, et donc beaucoup plus dangereux. Nous entrons dans une phase où l'instabilité devient permanente, où la tension devient la norme, et où chaque crise future sera interprétée à travers le prisme de la guerre. Quand un conflit s'installe dans la durée sans issue claire, il finit toujours par déborder de son cadre initial. Les fronts s'élargissent, non pas forcément géographiquement, mais politiquement, économiquement et socialement. Ce qui commence comme une guerre indirecte devient une succession de crises imbriquées. Énergie, inflation, sécurité, migration, cyberattaques, désinformation. Et à force d'accumuler ces chocs, les sociétés commencent à se transformer en profondeur. Pour les gouvernements, cela signifie une chose très concrète. Gouverner sous pression constante. Les décisions sont prises dans l'urgence, les débats se raccourcissent, les marges de manœuvre se réduisent. Dans ce contexte, les choix deviennent de plus en plus binaires, agir ou subir, frapper ou encaisser, montrer de la fermeté ou perdre en crédibilité. La nuance disparaît progressivement, remplacée par la logique du rapport de force. Pour les populations, le risque est tout aussi sérieux. Plus la guerre est présentée comme un état permanent, plus les sacrifices deviennent acceptables. Hausse des dépenses militaires, restrictions budgétaires ailleurs, surveillance accrue, priorité sécuritaire. Pas parce que les citoyens le souhaitent, mais parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas d'alternative. C'est toujours ainsi que les sociétés basculent, non pas par choix, mais par adaptation. Sur le plan international, cette dynamique favorise les erreurs de calcul. Quand tout le monde agit sous tension, quand chaque camp interprète le moindre mouvement comme une provocation potentielle, le risque d'incident augmente. Un incident mal interprété, une décision mal calibrée, un message ambigu peuvent suffire à déclencher une escalade que personne ne voulait réellement, mais que plus personne ne peut arrêter. Ce climat annonce aussi un monde plus fragmenté, plus dur, plus imprévisible. Les alliances deviennent plus rigides, les blocs se ferment, la méfiance s'installe durablement. Dans un tel monde, la diplomatie perd de son influence au profit de la démonstration de force, même symbolique. Et plus la force devient un langage courant, plus le seuil de son utilisation réelle s'abaisse. Le véritable danger n'est donc pas une date précise, ni un événement spectaculaire. Le danger, c'est la trajectoire. Une trajectoire où l'on s'habitue à vivre sous tension, où la guerre devient un arrière-plan permanent, où l'idée même de désescalade finit par sembler irréaliste. À partir de là, le système devient instable par nature. C'est pour cela que les mots prononcés aujourd'hui comptent autant. Quand des responsables militaires parlent de guerre déjà engagée, ils ne décrivent pas seulement le présent, ils façonnent l'avenir. Ils définissent ce que les sociétés vont considérer comme normal, acceptable, inévitable. Et dans ce contexte, la vraie question n'est pas de savoir si la situation va empirer brusquement.
La vraie question est de savoir combien de temps ce monde sous tension peut tenir avant qu'un choc, volontaire ou non, ne fasse tomber l'équilibre précaire qui le maintient encore debout. Parce que l'histoire est constante sur un point. Les périodes où tout le monde se prépare à la guerre sont rarement celles où la paix dure longtemps.